L'hypnose de spectacle a ça de fascinant que les femmes ou les hommes qui mettent ça en scène sont très forts. Ils ont le sens du spectacle. Ils sont assurés quand ils ont des centaines de personnes dans la salle, ils sont assurés d'avoir des candidats qui veulent se prêter au jeu, qui ont envie. Donc forcément, ça marche. Oui. En cabinet, quand on est prêt, quand la personne est prête, elle le sait. Si elle est en confiance, avec moi en l'occurrence, eh ben là, c'est OK. Mais il y a toujours le libre arbitre. Il y a toujours l'esprit critique qu'elle a. Et c'est là que c'est fascinant. Bonjour, je suis Eric, ancien danseur professionnel, professeur de danse classique et aujourd'hui praticien en réflexologie plantaire, en Yukido et en Reiki. C'est vrai que j'aime transmettre, partager, mais surtout j'aime créer des espaces de dialogue. Alors si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon parcours et sur l'esprit de cette chaîne, eh bien je vous invite à regarder la courte vidéo de présentation. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous proposer un dialogue avec Maria Desaunay. Maria, elle est hypnothérapeute et elle pratique également l'EMDR. C'est vrai que nous nous sommes rencontrés dans le cadre de mon activité de praticien et le contact a été immédiatement vraiment très fluide. Ce que j'aime chez Maria, c'est qu'elle est curieuse, elle est ouverte à la découverte et elle partage surtout son approche avec beaucoup de simplicité et d'humanisme. Donc, avant de vous laisser entrer dans notre échange, j'aimerais poser brièvement le cadre. En effet, quand on parle d'hypnose, on pense souvent à quelqu'un qui dort ou à une perte de contrôle. Mais en réalité, l'hypnose est une expérience humaine très ancienne. Depuis toujours, les êtres humains utilisent des états de conscience particuliers pour se soigner, se transformer et aussi pour mieux comprendre le monde. Par exemple, dans les rituels chamaniques ou dans les temples de la Grèce antique, eh bien, on entrait déjà dans des états de transe, d'attention profonde ou de présence élargie. Et un peu plus loin, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, un médecin, Franz Anton Mesmer, eh bien, va remettre ces phénomènes au cœur du soin. Alors, il va parler de magnétisme animal. Alors, même si sa théorie était fausse, il a mis le doigt sur quelque chose vraiment d'essentiel, c'est que le corps réagit à la relation, à l'attention et à la suggestion. Et au XIXe siècle, eh ben, l'hypnose va prendre une forme un peu plus moderne. On comprend peu à peu que ce n'est pas un pouvoir exercé sur quelqu'un, mais plutôt une capacité naturelle du cerveau, une capacité d'ailleurs que nous avons tous. Et puis arrive une figure clé, Milton Erickson, qui lui va transformer vraiment profondément cette pratique de l'hypnose, car pour lui l'hypnose n'est pas quelque chose que l'on fait à quelqu'un, mais quelque chose que l'on fait avec quelqu'un. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Et une manière aussi d'entrer en dialogue avec les ressources qui sont déjà présentes en nous. Alors aujourd'hui, l'hypnose elle est utilisée dans les hôpitaux, en thérapie, pour accompagner la douleur, le changement, les passages de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences montrent que l'état hypnotique n'est ni du sommeil ni de la magie, mais plutôt un état de conscience particulier, plus focalisé et plus perceptif. Finalement, l'hypnose nous rappelle quelque chose de très simple, c'est que quand l'attention change, eh bien la perception, elle change. Et quand la perception change, eh ben, de nouvelles possibilités forcément apparaissent. Alors je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à partager vos réflexions et questions et nous ferons, Maria et moi, un plaisir de vous répondre. Maria, bonjour. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'hypnose que tu pratiques depuis un certain temps. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Donc, moi, je suis Maria, je pratique l'hypnose depuis 4 ans, pour mon plus grand bonheur, parce que c'est une discipline qui m'a beaucoup touchée à titre personnel il y a plus de 20 ans. Et les événements de la vie ont permis que j'explore cette voie-là.
Et j'en ai fait mon métier aujourd'hui. C'est passionnant parce que on fait plein de rencontres, on voit des choses évoluer, des visages qui changent, et accompagner le temps d'un instant ces moments-là, c'est passionnant. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu en es venu à l'hypnose? À titre personnel, j'avais, il y a plus de 20 ans, cogité beaucoup à un problème que j'avais. Et la découverte de l'hypnose, qui était cette discipline un peu mystérieuse, Un peu mystique. voilà, et bizarre quand même, où on lâche prise, Hmm. pour peu qu'on soit en confiance avec la personne, le thérapeute, ça m'a déjà permis de voir la force de l'imaginaire. Ça m'a permis de surmonter ce problème et d'en faire quelque chose de magnifique. Et de réaliser à quel point ce qui n'était pas forcément visible pouvait être très concret. D'accord. Voilà. On vit une époque aujourd'hui formidable où on a accès à des médicaments très efficaces, à plein de thérapeutiques différentes. Moi, l'hypnose, ça m'a touchée pour son pouvoir, pour le plaisir qu'on a à découvrir la force de l'imagination, parce qu'il y a de la joie, parce qu'il y a des sourires, parce que ça enchante, parce que ça fait découvrir des domaines aussi bien scientifiques, artistiques, où chacun peut retrouver un ancrage, une porte d'entrée. Hmm. Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'hypnose, c'est quelque chose qui appelle un peu tout le monde, et puis qui reste en même temps un lieu un peu de confusion. Mm. Alors, c'est vrai qu'on pourrait peut-être commencer un peu par démystifier ce côté, ou cet aspect, on va dire, entre l'hypnose en cabinet, que tu pratiques, et l'hypnose de spectacle. Et c'est vrai que souvent, les gens ont du mal à faire la différence et ils ont peur de rentrer dans un état qui est, on va dire, qui ne pourrait plus contrôler ou se faire manipuler par quelqu'un. Oui. L'hypnose de spectacle a ça de fascinant que les femmes ou les hommes qui mettent ça en scène sont très forts. Ils ont le sens du spectacle. Ils sont assurés, quand ils ont des centaines de personnes dans la salle, ils sont assurés d'avoir des candidats qui veulent se prêter au jeu, qui ont envie. Donc forcément, ça marche. Oui. Et la magie du spectacle fait que, voilà. En cabinet, ce qu'il y a le point commun, c'est le choix des gens. Les gens décident de leur plein gré de venir découvrir ou d'approfondir quelque chose. Jamais on peut forcer quiconque. Et ça, c'est une super sécurité, une super protection. Celui qui n'a pas envie de monter sur scène, il ne monte pas sur scène. Il n'est pas prêt. Celui qui a envie, bah, il se prête au jeu et il sait que oui, voilà. Il va vers un inconnu. En cabinet, quand on est prêt, quand la personne est prête, elle le sait. Si elle est en confiance, avec moi en l'occurrence, eh ben là, c'est OK. Mais il y a toujours le libre arbitre. Il y a toujours l'esprit critique qu'elle a. Et c'est là que c'est fascinant. Limite, presque plus on se détend, et plus l'esprit critique, il est aux aguets. D'accord. Donc, il y a une certaine forme de vigilance qui se crée au fur et à mesure qu'on se détend, mais une vigilance plutôt dans une sorte de... pas raisonnée. La partie consciente, elle est toujours là. La partie consciente est toujours là, mais elle laisse plus de place à la partie qu'on appelle inconsciente. Parce qu'il faut bien la nommer. Mais oui. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu aussi, alors succinctement, le but c'est pas faire un cours de l'histoire de l'hypnose, mais d'où ça vient, enfin l'origine de l'hypnose? Alors l'hypnose, il y a eu le grand Mesmer, dont le nom a été repris, voilà. Tout à fait. Actuellement. Oui, alors Mesmer, enfin, juste que ce soit bien clair, c'est pas ce qu'on peut voir à la télévision. Mesmer, c'est une autre personne. C'est une autre personne. D'un autre siècle. Alors, on peut parler de Mesmer d'un autre siècle, là, qui avait une forme de... Il appelait ça le magnétisme animal. Oui, tout à fait. Au moment aussi où l'électricité est apparue, on s'est dit qu'il y avait forcément des champs qui étaient possibles de reproduire voilà, de façon dans l'invisible. Je dézoome de notre
de notre place. Ailleurs dans le monde, il y a les chamans. Oui. Ailleurs, partout, il y a les conteurs, les conteuses. C'est mon interprétation, mais l'hypnose, elle est là-dedans. Après, de façon plus confortable, on l'appelle hypnose parce que ça fait scientifique et parce que ça l'est scientifique. Ou là ailleurs, ça fait partie des mœurs. Je travaille avec une Mexicaine, Teresa Robles. Oui. Eux, ça fait partie de... Il n'y a même plus à argumenter, expliquer, c'est naturel. Voilà. Oui. Et pour revenir à ta question, l'histoire, l'hypnose, elle a été très en vogue à un moment. Quand les médicaments, la chimie a fait vraiment, s'est mise en avant. Des progrès peut-être. Des progrès, ça a été un petit peu mis en deçà. D'accord. Et aujourd'hui, c'est formidable parce que tout n'est pas résolu, mais il y a quand même un accord, Une articulation. une articulation où on peut travailler les uns avec les autres. Oui. Moi, j'accompagne des gens qui sont sous antidépresseurs, suivis et pris en charge par leur psychiatre ou leur médecin généraliste. Des personnes qui ont un trouble bipolaire, qui sont bien équilibrées et pareil en accord. Si c'est OK, eh ben on y va. Oui, tout à fait. D'accord. Et bon, tu as répondu un petit peu à la question, parce que je voulais te poser la question, c'est à quoi ça sert l'hypnose? Tu as répondu un peu en partie. Ça sert à tellement de choses. Ça sert à, si on voulait résumer, ce qui rumine dans la tête. Le truc qui rumine. C'est pour ça que souvent l'hypnose, c'est associé à l'image de la spirale. Sauf que la spirale, quand elle est prise dans son élan, elle est enfermée. Et donc, on est enfermé dans ses pensées, dans ses croyances, dans ses « j'y arriverai jamais », c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. C'est ce qu'on appelle un peu les ruminations. Ouais. Et ça, c'est de l'auto-hypnose. Mais l'auto-hypnose, ça peut être aussi négatif. Négatif. C'est naturel. Oui, tout à fait. Ça peut être contre-productif. Ouais. Et donc... on s'en sert mal. On peut apprendre ensuite l'auto-hypnose, mais à un moment, on a besoin d'être porté par quelqu'un. Quelle que soit la personne, moi, j'ai eu besoin, j'ai parfois besoin. Le lien humain. Et donc là, ça sert à venir dire, OK, ce fonctionnement-là, je l'ai eu, ça m'a protégé. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien fonctionner de façon plus bénéfique, tranquille. Percevoir les choses d'une façon un peu plus optimiste. Oui, tout à fait. C'est important ce que j'ai dit parce que cette notion d'auto-hypnose, souvent, autour de moi, je vois des gens qui pratiquent l'auto-hypnose, mais d'une manière très autodidacte. Et j'ai l'impression quand même que si c'est pas, parce que c'est un peu comme un outil, c'est bien pas bien utilisé, ça peut être contre-productif dans le sens où peut-être qu'on peut faire l'effet inverse, dans le sens où on va se retrouver avec ses pensées, qu'on va plutôt ruminer dans le mauvais sens du terme. Ouais. Et pour le coup, on va dire, là, ça va pas. On risque de s'enfoncer. Si on fait de l'auto-hypnose tout seul, peut-être qu'au départ, c'est mieux d'être, on va dire, accompagné au début, et pour après, bien sûr, être un peu plus autonome. Alors, il y a des super choses sur YouTube pour expérimenter, se faire accompagner. Mais c'est des choses qui sont standardisées. C'est jamais par rapport à sa propre personne. L'auto-hypnose tout seul, moi je trouve en effet qu'il faut déjà avoir été accompagné pour complètement vivre et puis partir en improvisation. Parce que quand on est en auto-hypnose, il y a un côté qui est au début, qui contrôle trop. Quand on est accompagné, on ne sait pas ce que la seconde qui suit va devenir. Et donc, c'est plus facile le fameux lâcher prise. Oui, tout à fait. Lâcher prise en confiance. Et alors, par rapport justement toujours ces notions de croyance, parce que tu parlais de chaman, etc. Effectivement, peut-être que c'est là que les gens ont du mal à justement, où il y a confusion, dans le sens, effectivement, si on reprend l'histoire, il y a tout ce côté transe, chamanisme, qui était à l'époque, et croyances aussi. Maintenant, les choses ont quand même beaucoup évolué. Il y a les neurosciences aussi qui ont permis de mettre en lumière comment le cerveau fonctionne.
Donc, justement, je voulais venir un petit peu à cette notion de transe. Et en faisant mes petites recherches à moi, comment donc j'ai cherché un peu la définition, en fin de compte, de la transe. Ouais. Et c'est vrai que si on regarde, c'est vraiment un état de conscience modifié qui inclut un élément de brusquerie. Autrement dit, c'est-à-dire que c'est un événement qui va faire perdre, on va dire, les points de repère habituels du sujet en bousculant ses sens et le plongeant dans un ressenti inhabituel, atypique. Ouais. Et transitoire. Alors c'est vrai que comme ça, pour les gens, ça peut être effrayant, quoi. Tu veux faire peur aux gens. Ouais, je vais faire peur aux gens. Mais en même temps, quand on voit, c'est Milton Erickson sur l'hypnose, comment qui fait une description, et lui il parle de ce qu'on appelle la transe stuporeuse, donc qui se caractérise, alors là je lis, avant tout par un comportement passif marqué par un ralentissement psychologique et physiologique. Ouais. Et c'est peut-être là justement où c'est intéressant, cette notion de ralentissement pour pouvoir prendre le temps alors, en faisant participer bien sûr l'imaginaire, voilà. Et puis on est ce que tu parlais du subconscient, de l'inconscient. C'est peut-être dans cette approche-là l'hypnose plutôt que le côté où je vais me mettre à d'un seul coup me mettre à danser, à tournoyer, à crier, à faire des choses qui seraient. Enfin là, on rentre un peu dans des croyances pour le coup. Oui, pour le coup, oui. Stuporeuse, encore un mot. Mais oui, je reviens sur mes bases. C'est quelque chose de naturel. On vient juste faire un petit pas de côté. Et quand la croyance, elle s'est il y a quelque chose de... La force cinétique, la force centrifuge. Oui, l'inertie. L'inertie. Voilà. Quand ça va trop vite, oh là là. Et on va venir ralentir la machine. C'est pour ça qu'il faut se détendre. Mais c'est une détente hyperactive. Parce que cette spirale, on va venir la ralentir. C'est comme si il y avait de la lumière qui commençait à pouvoir passer. On voit mieux le paysage. Parce que quand on est à fond les ballons, on ne voit pas le paysage. Et là, on voit le paysage. Et là, il y a un peu de place, de plus en plus de place pour se dire « Ah oui, on va pouvoir penser autrement et du coup déclencher un comportement différent. » Ce qui a pu être utile à une époque, ça s'est auto-enfermé. Et donc, on va aller chercher une autre façon de procéder, tout simplement. Dans le catalogue de toutes les ressources. Une forme de réajustement entre les pensées, le souhait qu'on pourrait avoir aussi par rapport à une situation, et puis les croyances aussi qui sont là, et sur lesquelles des fois on s'aperçoit que une croyance, c'est pas que c'est pas utile, mais une croyance erronée, alors ça fait un peu bizarre de dire ça, mais parce que c'est vrai que quand on parle de croyance, tout de suite on fait appel à la religion, le côté New Age aussi, etc. Mais là, on est plutôt dans ses propres croyances que des croyances qui vont venir de l'extérieur. Style, par exemple, je sais pas, oui, de toute façon, je suis pas intéressant, ou je compte pas pour les gens, ou vous voyez, voilà, des croyances dans ce sens-là, mais pas dans le sens ça va changer ma vie si je viens faire une séance d'hypnose, quoi. C'est comment on s'est construit. On se construit avec du positif, on se construit avec du moins confortable, et des fois le moins confortable, il a pu être utile pour se protéger. Je suis pas intéressant, ça peut éventuellement permettre à quelqu'un de se dire je me mets de côté. Voilà, c'est comme ça je me protège. Mais jusqu'au moment où ça protège plus. Ce qui a protégé devient on va dire le problème. En hypnose, moi, la plupart du temps, je suis contre rien. Un fonctionnement qui s'est mis en place, il avait une intention gentille au départ, souvent de protéger. Et c'est d'autant plus agréable que de formuler le souhait, comment je choisis de transformer ça, tranquillement, en sécurité, en une ressource qui va retrouver son utilité. On va recycler, en fait. C'est de l'économie circulaire. C'est l'économie, c'est l'énergie du symptôme.
ce qui nous embête aujourd'hui, ça dégage une énergie, ça fatigue souvent. Et ben cette énergie, on vient la capter pour la mettre au service d'une autre ressource. Et là, ça devient formidable. Oui, tout à fait. Oui, oui, des fois, on s'épuise. Souvent, parce que ça mange une énergie. On s'épuise à être contre, quelque oui. part. Alors qu'on devrait être plutôt avec ce qui se passe pour voir, comme tu dis, cette énergie que je dépense à être contre, voilà, etc. Ça peut être la colère, ça peut être plein de choses, etc. Bah, je vais l'utiliser à bon escient. En fin de compte. Et je vais recalibrer, ça fait un peu bizarre parce que ça fait un peu machine, mais je vais réajuster, réorganiser un peu ma façon, ma vision des choses. Alors, ce qui est intéressant aussi, parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu utilises quand même, on va dire, trois ingrédients, si j'ai bien compris. C'est, alors je l'avais noté parce que c'est vrai que j'avais fait une séance d'hypnose. La première, c'est l'imagination. Oui. Elle est vraiment importante dans les séances en hypnose. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise, on va dire, d'une manière entre guillemets récurrente? Je ne sais pas si c'est le bon mot non plus. Mais... Alors, l'imagination, oui. Les sensations du corps aussi. Et les choses qui n'ont pas de mots, qui n'ont pas de nom. Voilà. Mais oui, l'imagination, si je te dis ne pense pas à un éléphant vert. Oui. Voilà, par exemple, c'est le classique. Et l'imagination, parfois je demande aux gens si le problème, si cette colère, c'était un personnage de dessin animé, à quoi ça ressemblerait? Il y en a, ça les inspire et on part de ça. Parce que quand on regarde une série à la télé, c'est de l'imaginaire, ça a été créé par quelqu'un. Mais n'empêche, c'est réel. Et donc, on peut s'appuyer sur cette image pour commencer et mettre des suggestions, ce qu'on appelle des suggestions. Ça peut être des sensations dans le corps. Quelqu'un qui n'aurait pas accès tout de suite à son imaginaire, je peux lui demander, votre colère, elle est où dans le corps? Oui, c'est ça. Tu parlais de sensations, oui, c'est ça. Les sensations, parce que l'hypnose, souvent, on se dit que c'est que là-haut. Les émotions, c'est perché là-haut et c'est bien. Et le corps, on s'en occupera à notre moment. Le corps est hyper important. Movere, c'est la même racine que émotion, que mouvement, que motivation. Tout ça. Et donc, mettre le corps en mouvement, ça accompagne les émotions et puis... Oui, c'est fondamental, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, puis tu parlais de suggestion, donc effectivement, ça c'est la deuxième chose que je voulais venir. Notion de... Alors, il y a la suggestion de ta part. Oui. Et aussi, il y a de l'autosuggestion au fur et à mesure de la séance de la personne elle-même. Alors moi, je propose la séance, la première demi-heure, c'est place à l'échange. D'accord. Avec la partie rationnelle qui cogite. Et là, c'est passionnant aussi. La personne, je l'invite à formuler un souhait. Un souhait, c'est tout tranquille. C'est pas comme au 1er janvier où on prend des... Oui, il n'y a pas d'impératif. Il n'y a pas d'impératif. C'est une invitation. Et ce souhait-là, on en parle, on le formule le plus joliment possible, la personne se l'offre, son souhait. Et après, je passe moi en mode conteuse. Et avec ce qu'elle m'a proposé, on construit une histoire ensemble. Et là, c'est le moment où souvent on ferme les yeux. La personne ferme les yeux. Et on part dans l'imaginaire, les sensations. La personne peut très bien échanger des mots avec moi. S'il y a besoin, la personne peut revenir pour vérifier qu'elle est bien en sécurité. Ça peut être les premières séances parce qu'après, si la personne revient, c'est qu'elle est en confiance. Et du coup, là, on peut dérouler. Et donc j'en ai donc cette suggestion, auto-suggestion. Comme tu disais, cette personne-là, on n'est pas dans un état d'inconscience. Et non. Pour ça, je disais parler de subconscient, c'est-à-dire qu'on s'adresse, dit comme ça fait un peu bizarre, mais on s'adresse pas. C'est-à-dire qu'il y a cette notion qui est sur un autre registre que le conscient et la notion de maîtrise, de contrôle, etc. Mais tout en étant dans une vigilance de si on a envie de revenir, on peut, etc. Donc on est sur du semi-involontaire quelque part. C'est-à-dire... C'est ce qu'on appelle en hypnose les fusibles. D'accord. De prévenir la personne
Si jamais il y a quoi que ce soit, au quart de millième de seconde, la personne revient. C'est là que la politesse est très utile parce que au lieu de dire bon, ça suffit, c'est pas le moment, quoi, on dit on va s'arrêter s'il y a besoin. Et de savoir ça, de savoir que cette possibilité existe, eh ben, ça déroule. Tout à fait. Oui, c'est une notion de respect, en fin de compte, de la Mais personne oui. et de confiance mutuelle, Ouais, pour le coup. ouais. Tout à fait, oui, complètement. Et aussi, par exemple, il y a une personne qui vient te voir et qui a un problème de phobie, Oui. et en même temps, elle veut arrêter de fumer. D'accord? Est-ce que ça peut se traiter dans une même séance? Ou est-ce que ça demande, enfin, c'est deux choses bien distinctes sur lesquelles On il peut faut- pas savoir. C'est un peu le défaut de ce qu'on appelle les thérapies brèves. L'hypnose fait partie des thérapies brèves, mais brèves, ça veut dire quoi? On va pas partir en psychanalyse de 15 ans, c'est merveilleux aussi, ça a ses atouts. Entre 3 et 5 séances, voilà. Mais ça peut, pour peu qu'il y ait besoin de travailler autrement, ou pour développer le bien-être. La phobie, l'arrêt du tabac, une fois réglé, ça peut être très bien d'avoir envie de continuer d'explorer des ressources. Voilà. Oui. Alors, ma question, en fin de compte, c'était si la personne te vient pour les deux en même temps. Ah oui, les deux, mon capitaine, ça marche. Donc, on peut dans la même séance. Mais oui, parce que souvent, une phobie, un arrêt du tabac, quel que soit le motif, ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Oui, tout à fait. Oui, dans ce sens-là, tu veux dire, voilà. Et quand on vient apprivoiser un symptôme, les autres peuvent se dire, bon, ok, on peut être tranquille, on peut passer à autre chose et se détendre. Oui, dans cette notion que cette phobie et par exemple, ce problème de tabac, compte peut être intimement lié, ce qui fait que, je sais pas, dis-moi, par exemple, tu peux dire, bon, bah, ok, pour cette séance, on va commencer avec cette phobie. Voilà, je sais pas, j'ai la phobie d'être enfermé, par exemple. Et à partir de là, effectivement, peut émerger donc des choses qui vont permettre d'être un peu plus détendu, d'être moins dans la claustrophobie, par exemple, et peut émerger justement cette atténuation, on va dire, d'avoir le besoin de fumer, par exemple. Ben, c'est comme si on s'auto-autorisait à lâcher ce fonctionnement, ce comportement. Vraiment. Mais et ce qui est intéressant, c'est que l'arrêt du tabac, il y a ce mythe qu'il faut que ce soit en 1 ou 2 séances. Tout dépend de ce qui se cache derrière aussi, ou pas. Peu importe. Mais c'est très factuel. On fume plus. Une phobie, on se dit, ouais, mais moi, si je croise pas d'araignée ou si je suis pas dans un ascenseur tout de suite, là, bah, comment je vais m'en apercevoir? Et comme c'est naturel, l'hypnose, parfois, on a du mal à se rendre compte que ça va mieux. Oui, d'accord, oui, ça s'installe d'une manière. Ça s'installe tellement naturellement. Sous-jacente, comme ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien envoyer à certaines personnes des SMS pour savoir, au bout d'un certain temps, vous faites, c'est comment? Parce que des fois, c'est. Ah oui, vous faites, c'est. Complètement. Parce que ça se fait tranquille. Oui, au rythme de ce qui est possible. Chacun va à son rythme. Mais j'aime bien cette notion de corps-esprit, parce que c'est vrai que les deux sont intimement liés. Enfin, après, il y en a qui essayent de dissocier l'esprit du corps, mais je veux dire, ça marche ensemble. Bah oui, il y a une forme de non-sens. C'est très bien fait ce truc-là, ça marche ensemble. Oui, complètement. La notion des mots aussi que tu utilises, choisis, elles ont leur importance? Oui, j'ai envie de dire. Les mots, la force de la parole, je trouve ça fascinant. C'est ce qu'on retrouve et ce que je retrouve par exemple dans la littérature. Moi, j'adore lire des choses sur l'hypnose, sur les neurosciences, toutes ces choses qui sont... Mais la littérature, ça permet de découvrir des choses. Et les mots, oui. Alors moi, quand j'anime la séance d'hypnose à proprement parler,
c'est mes propres mots. Mais parmi les fusibles que je propose à la personne, je dis bien que les mots que je propose, si c'est pas du tout, il y a de fortes chances que ce soit pas celle de la personne, eh bien, c'est très bien de laisser voir où, de quel mot elle a besoin. Et elle déroule elle-même son chemin. D'accord, donc elle peut substituer un mot par un autre Surtout. sans avoir besoin de te le dire. Ah oui, oui, oui. C'est propre à elle, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport à l'hypnose? Est-ce qu'il y a des gens, tu leur conseillerais pas de faire de l'hypnose? Les maladies psychiatriques lourdes, Oui. voilà, schizophrénie par exemple, Mmh. des personnes qui seraient par exemple en trouble bipolaire qui ne seraient pas équilibrées, D'accord. bien sûr, les dépressions profondes, voilà, ça c'est du champ psychiatrique. D'accord. Et j'ai envie d'ajouter les personnes comme les adolescents qui viennent en cabinet, mais c'est pas leur propre motivation. D'accord. C'est un peu la motivation du parent. Et donc là, c'est intéressant parce que ça peut être une découverte, mais dès lors, et c'est là qu'on voit que ça rejoint la sécurité, si la personne n'a pas choisi, vraiment, n'a pas décidé de son propre chef de venir, et ben là, il y a un truc qui résiste, il y a un truc qui n'est pas d'accord. Et limite, c'est hyper intéressant. Oui, c'est pas le moment où c'est pas la bonne matière. Oui, tout à fait. À l'heure actuelle, où on en est au niveau de la science? Parce que je sais que on utilise l'hypnose pour certains types d'opérations. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, ce que tu en sais, toi? Ouais. L'hypnose est utilisée notamment à l'hôpital. Il y a des soignants qui se forment régulièrement, de plus en plus, et c'est super. Un chirurgien dentiste que je suis et qui est super intéressant et qui démocratise sa pratique, Brice Lemaire, je mettrai ça en lien dans la vidéo. On le voit pratiquer des extractions dentaires sans anesthésie. Donc il fait les deux en même temps. Il pratique et il accompagne en hypnose. Et ce qui est génial, c'est que le saignement est moindre, la cicatrisation elle est plus rapide. L'expérience en tant que telle, elle est waouh pour le patient qui est sur le fauteuil allongé. Et il y a la sécurité de, si besoin, l'antalgique est là. Oui, c'est ça. Ou bien à moindre dose. Voilà. Oui, ça peut être géré de manière assez fine. Ouais. À titre personnel, je me suis formée à l'hypnose, on va dire antalgique. Je travaille avec une dermographe, une femme qui fait du tatouage thérapeutique. D'accord. Le tatouage, voilà. Le tatouage, j'en ai jamais fait à titre personnel, mais ça gratouille un peu. Ah oui, ça picote même, je crois, non? Mais quand c'est sur une cicatrice après une ablation du sein, quand c'est sur des brûlures, alors anciennes, qu'on cicatrisait, mais quand même, là, c'est pas la même. Il y a des crèmes anesthésiantes, mais ça, comme dit ma collègue Laurence, ça cartonne la peau. D'accord. Et donc, moi, je viens pour les personnes que ça... À qui ça parle? À qui ça parle. Je viens accompagner en hypnose pour atténuer la douleur. Ça devient des sensations. Et pendant qu'on part en balade en hypnose, Laurence, elle peut faire son tatouage. C'est ça. Voilà. Souvent, c'est du tatouage couleur peau, ou bien il y a un motif, etc. Avec des encres spéciales validées par l'ARS. Et ça cicatrise mieux. Et ça permet, là où l'anesthésiant n'est pas bien indiqué. Voilà. D'accord. Et là aussi, souvent, les femmes qui ont, par exemple, subi une ablation d'un sein ou de deux, elles ont déjà beaucoup subi des soins. Là, c'est elles qui reprennent un peu la main sur comment elles ont envie de se réparer. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc, pour revenir à la science, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, il y a un courant qui permet de croiser toutes ces disciplines-là en bonne intelligence, je trouve. Et
pour des bénéfices sur le moment et après. Oui, Plus. tout à fait. Les neurosciences viennent illustrer de façon magnifique à l'imagerie médicale ce qui se passe concrètement pour ceux qui auraient besoin, parce que c'est passionnant scientifiquement de Oui, tout découvrir à ça. fait. C'est extrêmement passionnant de Voilà. voir un peu les zones du cerveau, Ouais. comment elles sont activées ou désactivées. Ben voilà, ça s'allume, clac, clac. La neurogénèse, on peut toujours cicatriser, retravailler des choses. Oui, c'est des champs qui sont passionnants. Ah ouais, complètement, complètement. C'est vrai que je regardais un petit peu aussi des gens, parce que si on parle souvent, oui, bah moi je suis réceptif, moi je suis pas Mais oui. réceptif, etc. Mais quoi. oui. Alors là, c'est vraiment un truc un peu à la louche, mais grosso modo, il y a à peu près 80% de gens qui sont sensibles à l'hypnose, 10% extrêmement sensibles, et les autres 10% qui sont très peu sensibles. Et en cherchant un petit peu comme ça, je me suis dit, pour les gens qui sont très peu sensibles, alors effectivement, 10% c'est peu. Mais pour des gens qui sont en souffrance réellement, oui. C'est dommage. Voilà. Et donc, est-ce que il y a eu des recherches qui sont faites un peu dessus pour apprendre à se sensibiliser à l'hypnose? Alors, les pourcentages, C'est ouais, oui, vraiment juste c'est pour à la donner louche. voilà, Mais c'est bien les pourcentages à la louche. voilà, enfin, voilà. On met ce qu'on veut On va dans pas la chipoter. louche. Je ne sais pas si c'est tant la réceptivité, ce côté un peu fascinant de ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est le bon moment pour la personne? Est-ce que c'est fait dans les conditions qui se prêtent? Est-ce que c'est avec la bonne personne? Oui. Et ça rappelle que si c'était du 100%, là peut-être on pourrait se poser des questions. Et c'est très bien que ce soit pas du 100%. Ça montre que quelqu'un qui est réceptif avec une personne peut très bien ne pas l'être avec une autre. Parce que c'est pas les conditions optimales. Ça revient un petit peu à ce que tu disais au début dans cette notion d'hypnose spectacle. C'est-à-dire que la personne, elle y va, surtout quand on est une star, on a un public devant, donc on n'a pas envie de décevoir. Donc on est vraiment complètement ouvert pour pouvoir voilà. Et après, bon. Donc c'est. Mais oui, non, vraiment l'esprit critique. Et Dieu sait si aujourd'hui l'esprit critique, je trouve qu'il est hyper important à valoriser et à garder vraiment bien présent. Totalement. Donc là, c'est vraiment un super moyen de le mettre sur scène, l'esprit critique. Il est là. Alors je sais pas si tu as envie d'en parler forcément. Tu t'intéresses aussi à l'EMDR. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre hypnose et EMDR? Et si oui, lequel? Alors l'EMDR, je m'y suis intéressée pour les personnes qui savent ou bien que l'hypnose peut-être a parfois révélé des traumatismes. Mais l'EMDR, ça permet d'avoir un outil supplémentaire, une approche différente. L'EMDR, c'est une pratique qui joue sur les sensations du corps, notamment. D'accord. Sur des mouvements bilatéraux alternés. D'accord. Voilà. C'est reproduire, ça c'est ma version, celle qui me permet d'expliquer aux personnes. Quand on dort, il paraît que dans le sommeil, on a les yeux qui font des balayages. Oui. On le sait pas parce qu'on dort. C'est comme si ça retraitait l'information, ça range. Ça range les souvenirs, ça machin. Eh bien, l'EMDR, ça vient refaire un petit peu ce système-là, avec des mouvements alternés. Alors, c'est soit par les yeux ouverts, soit par des tapotements sur les genoux. D'accord. Alternés. Voilà. Parce qu'un souvenir traumatique, il prend trop de place. Il est indigeste. Donc, il est là en permanence. Donc, c'est de revenir mimer un petit peu ce qui se passe la nuit pour autoriser la digestion de ce souvenir-là. Il sera pas oublié. Un traumatisme, il n'est pas oublié. Mais il va être rangé avec les souvenirs à sa place. Au bon endroit, quoi. Voilà. Il va plus prendre toute la place. Ah oui. Ça fait moins, l'EMDR fait moins appel à l'imaginaire.
c'est plus quelque chose qui se déroule. C'est complémentaire. Enfin, moi, je m'en sers de façon complémentaire. D'accord. Je voudrais revenir un petit peu sur cette notion de plaisir. Je crois que tu en as parlé à un moment donné. Parce que c'est vrai que peut-être pour les gens qui nous écoutent, à quel niveau se situe le plaisir? Est-ce que c'est... Alors, je fais une question ouverte. Est-ce que cette notion de plaisir, elle est peut-être dans un premier temps le fait qu'on soit écouté, parce que tu parlais d'un entretien. Ouais. Et après, je te laisse développer. Être écouté, poser ce qu'on a à poser, sans l'avoir préparé. Souvent, on a préparé. On va dire ça, on va raconter ça, et en fait, ça part sur autre chose. Mais être écouté et que quelqu'un vous croit. Moi, je crois. Les gens, quand on vient justement de son plein gré, moi, je crois ce que les gens me disent de leur histoire, de leurs propres croyances, etc. Et de poser ça. Et de poser quelque chose, c'est comme si on le mettait un peu à distance, c'est là. Ça devient quelque chose qui existe, dont on peut parler. C'est comme sorti du corps un peu, sorti de la tête. Et là, l'imagination vient en relais, en carburant, en fait. Et là, l'imagination devient... Ouais, il y a une forme de plaisir à visualiser le truc et voir comment on peut le transformer. Et moi, ce que j'observe, c'est que physiquement, physiologiquement, ce qu'on disait tout à l'heure chez un dentiste qui arrache une dent, ça fait moins saigner. Là, c'est comme ça faisait un soin du visage, tu vois. La peau, les cellules, parce que vraiment chaque cellule en profite aussi pour s'oxygéner, se détendre. C'est un soin du visage, un soin du corps. C'est pour ça que le corps est content. Oui, tout à fait. Le corps physique, vraiment, il est content. Même si des fois il y a eu des turbulences où on abordait des choses. Mais le bien-être, c'est... Ouais, on a le droit d'aller bien. On a le droit de ressentir. Et c'est ça le bénéfice, quoi. Et c'est le plaisir d'apprendre et d'y prendre du plaisir. Moi, j'aime bien cette ritournelle un petit peu. Parce qu'on apprend sur soi. Et le plaisir, il se diffuse encore plus loin. C'est quand on prend soin de soi. C'est de l'écologie. C'est plus facile après avec les autres. Et donc, c'est hyper généreux de s'occuper de soi, plutôt que de se dire « Non, non, je ne vais pas m'occuper de mon nombril, parce que c'est hyper nombriliste. » Eh bien, ça diffuse, et on offre la version la plus authentique de soi-même aux autres, et donc c'est cadeau. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Et il y a plusieurs thérapeutiques, forcément. Dès lors qu'il y a du bénéfice sincère, ça fait ça. On s'offre à soi une version qui est chouette, quoi. Oui, complètement. Oui, c'est important ce que tu dis, cette notion d'abord prendre soin de soi. Mais oui. Pour pouvoir prendre soin des autres. C'est un peu comme, alors peut-être que l'image n'est pas tout à fait juste, mais si on veut, par exemple, un pompier, avant de sauver quelqu'un, il évalue aussi les risques. Donc il ne va pas aller corps et âme dans le feu, sauver la personne, tout en sachant qu'il va y rester avec la personne. Donc c'est vrai que dans un premier temps, c'est comment je peux me préserver moi pour pouvoir aider les autres. Eh bien oui, parce qu'aider les autres qui nous ont rien demandé, bon déjà bof, là c'est pareil. Là, on rentre dans le syndrome du sauveur par contre. Voilà, mais c'est de la responsabilité de chacun, c'est vraiment. Et j'ai envie d'ajouter le mot courage. Parce que quand on vient les uns les autres s'occuper de son propre bien-être, ça demande parfois un peu de courage. Mais le courage, moi je l'encourage, je l'accompagne et il est super bien récompensé à la fin. Tout à fait. On revient un peu à cette notion de croyance erronée en disant moi je ne mérite pas de prendre soin de moi. Enfin, je schématise beaucoup, mais voilà. Et c'est vraiment hyper généreux. Comme démarche. Bien, avant de clore cet entretien ensemble, est-ce que tu as on va dire des littératures ou des vidéos à conseiller aux gens? Alors Brice Lemaire, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux parce qu'il est chirurgien dentiste. Il est hyper généreux dans tout ce qu'il propose de partager comme connaissance.
C'est un puits de science. Hmm. Donc, on peut voir ces vidéos les gens qui sont allongés sur le fauteuil de dentiste et la chirurgie et comment il accompagne en hypnose antalgique. J'aime beaucoup Kevin Finel, qui est très connu, qui a créé le centre de formation de l'Arche. J'ai suivi quelques formations chez lui. Il propose des cabinets publics, c'est sur YouTube. Je pourrais en mettre une Oui, tout là. à fait. En Oui. plus, il explique un peu l'histoire de l'hypnose à sa façon. Il a une façon très élégante de démocratiser, d'expliquer et de partager aussi l'hypnose. Il y a Pascal Picavet, dans un autre style, mais qui propose aussi des formules plus ou moins longues sur Internet. D'accord. Pour être accompagné, pour découvrir. C'est générique, c'est pas individualisé, bien sûr, mais ça donne déjà une bonne impression de ce qu'est une séance. Le film Vice Versa, le dessin animé. Ah oui, d'accord, le dessin animé, oui. Parce que c'est vraiment concrètement, quel que soit l'âge, sympa aussi pour les enfants. J'accompagne aussi des enfants et quand ils connaissent Vice Versa, c'est bam. C'est comment on peut imaginer ses émotions comme des choses vraiment vivantes. D'accord. Et lire, le cinéma, les musées, tout ça qui sont autant de possibilités, la nature, beaucoup la nature, de laisser libre champ aux sensations, aux trucs qui n'ont pas de mots, qui n'ont pas de nom, et on y va. Oui, c'est ce que je dis, c'est pour ça, parce que souvent les gens me disent oui, mais tu fais une chaîne où justement le toucher du soin vivant. Mais ce que je dis, c'est que on peut être touché bien sûr par une pression, un effleurement, mais on peut être touché aussi par des paroles, par un regard, par une attention, etc. Et donc, pour moi, le toucher, ça englobe tout ça. Et l'hypnose en fait partie, puisque on vient toucher quelque chose de très important. Être touché par ses sensations, ses émotions, ou par un contact physique. Tout à fait. Toucher et être touché. Alors, l'entretien donc touche à sa fin. Dans un premier temps, je te remercie vraiment, Maria, de t'être prêtée au jeu. Merci, c'était une nouveauté pour moi. Comme quoi, il faut se lancer. Tout à fait. Et en plus, donc, tu risques d'être dans l'une des premières émissions sur cette chaîne YouTube. Ce que je fais, c'est que à la fin, je laisse toujours le mot à la personne qui est invitée. En l'occurrence, c'est toi. Je sais. Et peut-être développer ou synthétiser, enfin pas développer dans le sens on va pas refaire toute l'émission, mais synthétiser un peu et peut-être donner aussi des pistes aux gens en fonction de leur, on va dire, de leur bien-être ou de leur moins bien-être, pour les aider à s'auto-accompagner et aussi à se faire accompagner par des gens dont c'est le métier. Donc déjà, à mon tour de te remercier de me proposer cet échange, voilà, ce format-là, que je ne connais pas. Et c'est super intéressant que ça vienne de toi parce que en tant que professeur de danse, tu connais la force du corps, les ressources qu'on a en soi et le plaisir associé. Tout à fait. Danser, ça doit être incroyable. Et donner envie aux gens de dire aussi on a le droit. C'est quelque chose que j'entends souvent, de s'autoriser à faire cette démarche-là. On a le droit et juste bienvenue, quoi. Bienvenue chez vous, dans cet espace-là, où il y a juste besoin du lien humain. C'est tellement naturel qu'il y a juste besoin de ça. Et vraiment de franchir le pas, de pas attendre que ça aille vraiment très mal. Vraiment. Et c'est l'intérêt d'écouter son corps, ses symptômes, ce qu'on appelle un symptôme. Quand un truc gratte vraiment trop, c'est qu'il a un truc à nous dire. Quand on a une angoisse qui est vraiment trop, que le raisonnement suffit pas à...
faire souffler. Bon, eh ben, on l'entend ce truc-là et on l'amène au cabinet. Et on repart avec quelque chose de cicatrisé ou en cours de cicatrisation. Parfait. Eh bien, merci Maria. Merci beaucoup, c'était chouette.